Salut, c'est Gustave, je suis le cofondateur de Colbert, une startup qui révolutionne la gestion de patrimoine en France. Récemment, on a décidé d'aller encore plus loin en créant un podcast qui s'appelle La Forge, qui vous donne accès aux vraies stars de la finance. Nos invités viennent tous des sociétés de gestion les plus prestigieuses au monde, et celui que nous allons rencontrer aujourd'hui vient tout simplement de la plus grande banque d'affaires américaine, JP Morgan. Au cours de cet entretien, on va aborder les perspectives 2023 de la banque et des vrais conseils pour investir. Vincent Juvin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous, chez JP Morgan à Paris, dans ce magnifique hôtel particulier. Merci à vous en tout cas pour cette invitation aussi à partager nos vues et notre expérience avec vous. Vous êtes un habitué des plateaux télé où vous livrez vos analyses, vos perspectives pour JP Morgan en France, en Suisse et en Belgique. Aujourd'hui, l'idée, c'est que vous nous donniez toutes les clés pour qu'on puisse choisir nous aussi les meilleures solutions d'investissement dans un marché plus que jamais compliqué. Oui, il l'est toujours. Et voilà. En tout cas, ravi de partager un certain nombre d'expériences avec vous. Super. Bon, pour démarrer, en tout cas, pour que tout le monde puisse bien vous connaître, au-delà de la maison pour laquelle vous travaillez, l'idée, c'est de connaître un petit peu votre parcours et de comprendre ce que vous faites exactement. Donc, je vous propose un petit portrait. Vous m'interrompez si vous voulez corriger, apporter des précisions à ce que je vais dire. Ça vous convient ? Si, je vous écoute. Parfait. Donc, je répète, vous êtes Vincent Juvin. Vous nous faites l'honneur aussi d'être le premier invité international de La Forge. Je viens de Bruxelles, je peux pas le cacher. Exactement. Un petit accent, effectivement, subtil, mais qui fait toujours plaisir à nous autres Français. Donc, vous avez étudié d'ailleurs en Belgique, des études de commerce de finance, oui. Et vous démarrez tout de suite votre carrière sur ces sujets de stratégie, dans la banque Benelux, si je puis dire, ING, qui est plutôt une banque néerlandaise, c'est ça? Ouais, tout à fait une banque néerlandaise. Tout à fait une banque néerlandaise. J'ai même fini mon passage chez ING aux Pays-Bas, d'ailleurs, à La Haye. Et donc, vous travaillez une petite dizaine d'années, c'est bien ça? Oui. Comme stratégiste, donc ça consistait en quoi exactement? C'était Alors forcément, j'ai occupé un peu tous les métiers, je dirais, dans le département de stratégie, depuis les plus basses besognes, la mise à jour des modèles quantitatifs qui permettent d'alimenter, de documenter le processus de décision, mettre à jour les modèles sur les progressions bénéficiaires des entreprises, calculer des momentum sur l'évolution des taux d'intérêt et ainsi de suite, et de fil en aiguille, avec plus de seniorité, jusqu'à devenir stratégiste et avec différents collègues, décider des orientations régionales, sectorielles, thématiques, notamment de la gestion diversifiée. Vous vous faites déjà remarquer sur les plateaux télé et dans les différents médias à l'époque pour le compte de la banque. C'est peut-être grâce à ça que JP Morgan vous remarque à cette époque, puisque je crois que c'est la banque qui est venue vous chercher. Vous dites d'ailleurs vous-même, si j'avais postulé, ils m'auraient pas pris. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, chez ING aussi, finalement, je suis un petit peu rentré par la petite porte. Mais oui, je pense qu'il y a, en tout cas dans le secteur de la finance, un besoin de communiquer, un besoin de rendre la chose économique et financière plus simple à comprendre par le plus grand nombre. En tout cas, c'est l'objectif de JP Morgan. C'est le mandat qu'ils m'ont confié alors. Et donc, il est certain que les médias sont un relais évidemment important pour nous pour pouvoir faire passer ce message et essayer, en tout cas, que le plus grand nombre puisse s'approprier la chose économique et financière, et puis qu'in fine, prennent de bonnes décisions en termes de gestion de patrimoine. Parfait. C'est tout à fait la mission aussi qu'on s'est donnée. Donc, on espère pouvoir y participer avec des acteurs comme vous. Donc, merci encore pour l'opportunité. Vous, c'est vous, Vincent, mais c'est aussi JP Morgan. Donc, c'est un nom que tout le monde connaît à peu près, je pense. 2,6 trilliards d'actifs sous gestion. C'est le chiffre que j'ai trouvé. J'espère que c'est juste. Plus de 100 marchés, 250 000 employés, première banque d'affaires mondiale. Voilà, un certain nombre de chiffres qui font rêver. C'est aussi la banque la plus française des banques américaines. J'ai trouvé ça dans nos échanges et dans mes recherches, puisque la banque est arrivée en France dès 68, sous un autre nom d'ailleurs, je crois, à l'époque. Mais Oui, alors l'histoire de JP Morgan est faite d'acquisition, de fusion, mais enfin, ça fait en effet 150 ans qu'on est présent sur le marché français, notamment dans ce beau bâtiment ici, place Vendôme. Donc une présence historique, preuve en tout cas de notre attachement au marché européen, preuve de notre attachement au marché français, preuve aussi de cette dimension long terme que la banque entend avoir dans la plupart des marchés où on opère. Il n'est pas rare d'avoir une présence de plus de 100 ans en Belgique notamment, d'où je suis originaire, où JP Morgan est également implanté depuis bien longtemps. Et ces implantations changent tout le temps. On vient d'ailleurs de procéder à l'acquisition à 100% du capital de notre joint venture en Chine. Donc voilà un marché où on s'implémente aussi, espérons-le, pour plus de 100 ans, pour le très long terme. Joli signe d'ouverture de nos amis chinois, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ok, donc en tout cas, c'est vraiment passionnant de connaître cette histoire
à laquelle j'ai pu m'intéresser avant de vous rencontrer. Derrière cette banque, il y a quand même un côté un petit peu mystique et également un sentiment d'inaccessibilité. Donc ça va du point de vue qu'on peut avoir quand on est candidat potentiel, c'est-à-dire qu'on souhaite y travailler. Vous parliez tout à l'heure du volume de travail qu'on a ici, mais ça va aussi côté client, puisque pour être client à la banque privée de JP Morgan, il faut quand même une certaine surface patrimoniale. Vous pouvez nous en dire plus sur ces deux éléments? Oui, alors je pense qu'il y a une image JP Morgan qui, enfin, en tout cas lié au fait que c'est une banque qui a eu beaucoup de succès ces dernières années, qui certainement a montré sa résilience durant la crise de 2008. C'est une banque où, en effet, je pense comme dans beaucoup d'institutions financières, on travaille beaucoup. On a cette culture de l'excellence et du bon service client et d'être présent aux côtés de nos clients dans les bons et les mauvais moments. C'est une banque où moi j'ai le plaisir de travailler depuis 10 ans. Alors c'est une banque qui peut peut-être à certains égards paraître inaccessible, peut-être en tant que client ou en tant qu'employé. C'est néanmoins une banque qui entend avoir un lien organique avec les marchés dans lesquels elle opère. Je pense qu'en France, c'est très évident, où il est certain, il y a une culture peut-être en tout cas d'excellence au terme des ressources humaines, mais il y a néanmoins une politique de grande ouverture et notamment de diversité et d'inclusion qui est vraiment très chère à JP Morgan. Et je dirais avant de rejoindre cette discussion, j'avais un événement en interne où on discutait justement de ces thématiques. Réellement avoir en tout cas des membres du personnel qui reflètent la diversité des pays, des endroits dans lesquels on opère est vraiment absolument un objectif primordial pour JP Morgan. Donc je voudrais peut-être battre en brèche cette idée d'inaccessibilité. Réellement, JP Morgan entend vraiment refléter la diversité de la société au niveau de ses membres du personnel. C'est très clair. Merci d'avoir rappelé ce message, je pense, important pour vous. Si je puis me permettre, l'inaccessibilité, elle est aussi dans la banque privée, mais pas forcément dans l'asset management. Et c'est aussi un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est que peu de gens le savent, mais en fait, on peut investir dans des fonds qui sont gérés par JP Morgan à partir de tickets qui sont beaucoup plus abordables que les tickets minimum de banque privée. Donc, c'est aussi intéressant de comprendre que la banque a différents services, différents départements, et que l'accessibilité, je pense, peut être complètement à portée de main sur d'autres supports. Oui, tout à fait. Alors, personnellement, je suis employé depuis 10 ans par le département Asset Management de JP Morgan. Alors, je peux pas m'exprimer au niveau de la banque privée qui a fait un choix de se positionner sur un segment de clientèle que vous avez défini. Donc voilà, je ne suis personnellement, en tout cas pas client de la banque privée, mais enfin, il est possible pour tout un chacun, avec un grand patrimoine ou pas, d'investir dans des produits JP Morgan et notamment dans ce que nous gérons au sein de JP Morgan Asset Management, qui sont différents fonds d'investissement qui sont disponibles sur le marché français auprès de distributeurs indépendants et autres, donc qui sont accessibles par le plus grand nombre sur les plateformes internet également. Donc il est possible déjà à partir de quelques euros, quelques dizaines d'euros, d'être investi dans un produit JP Morgan. Et je pense qu'on a une palette de produits qui permettent aux investisseurs d'aborder à peu près toutes les thématiques d'investissement, depuis l'obligataire, le monétaire, en passant fonds actions, fonds diversifiés, les fonds alternatifs et j'en passe. Vraiment, la gamme est pour ainsi dire complète, avec un accent aussi de plus en plus important pour tout ce qui est dimension ESG et fonds en tout cas dits sustainable, qui sont également de plus en plus présents chez nous. Ben voilà une bonne idée reçue, bien balayée en tout cas, donc ça démarre bien. Souvent, on vous invite à vous exprimer sur la macroéconomie et sur les perspectives. Donc si vous voulez bien, on peut démarrer un petit peu sur ça. Pour faire simple et de manière volontairement provocatrice, j'ai envie de dire guerre, inflation, rareté des matières premières, ou en tout cas crise des matières premières et de l'énergie, marché de l'emploi sous tension. C'est un petit peu les thèmes qui aujourd'hui dominent les conversations, dominent les JT de la presse économique et financière. Comment vous réagissez à ce paysage-là qui nous est quand même souvent dépeint de manière un peu catastrophique? Oui, il est certain que, en tout cas, quand on écoute les infos, et c'est légitime, c'est un climat un petit peu anxiogène. Il y a en tout cas une série d'événements et d'actualités qui sont pas très plaisantes, et le conflit en Ukraine en est sans doute le plus important. À côté de ça, on a eu une année 2022 et un été 2022 caractérisés par différents, en tout cas, signes que les changements climatiques s'accélèrent. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de chocs auxquels l'économie est aujourd'hui confrontée, qui suscitent des questions, des inquiétudes, et qui sont autant de risques pour la croissance économique et donc la capacité de gérer du bien-être financier ou économique pour le plus grand nombre.
Néanmoins, je pense que ces éléments sont anxiogènes, pèsent sur la confiance des entreprises et des ménages, et on voit d'ailleurs que les indicateurs de confiance sur lesquels s'appuient les économistes sont fortement détériorés. Je citerai par exemple les indicateurs de confiance des directeurs d'achat dans l'industrie, la confiance des consommateurs en Europe a retouché un point bas historique d'après Eurostat fin de l'an dernier, et c'est légitime. Néanmoins, on observe une dichotomie entre ces indicateurs de confiance et l'activité réelle. Ça, c'est pour moi assez intéressant, ce qui me permet peut-être de nuancer en tout cas la situation actuelle. Elle n'est pas aussi détériorée que nous ne voulons le croire. L'activité demeure résiliente et l'une des raisons de cette résilience est peut-être qu'en Europe, on profite en tant que consommateur du matelas de liquidité accumulé durant les périodes de confinement et de cette volonté de reprofiter de toutes les choses qui nous avaient manqué durant le confinement, les services, les sorties, les voyages et que sais-je. Malgré les points à craindre pour le pouvoir d'achat, on a vu que en tout cas, ces dépenses-là demeuraient bien orientées. Et puis, il faut le dire, par rapport aux crises précédentes, crise 2008, crise de la dette souveraine en Europe, ou même la crise des années 70, à laquelle il est fort fait référence à l'heure actuelle, on a un taux de chômage qui est historiquement bas. Donc, la résilience du marché de travail en Europe et outre-Atlantique fait qu'aujourd'hui, on peut s'inquiéter pour notre pouvoir d'achat, mais pas pour notre job. Ce qui rend également aussi notre schéma de dépenses beaucoup plus résilient. Bon, finalement, à l'entame de 2023, on a une croissance plus résiliente. Aujourd'hui, la récession, elle n'est pas certaine. L'amélioration, la baisse des prix de l'énergie conjuguée aux politiques budgétaires relativement favorables, en France notamment pour protéger les ménages face au choc, en tout cas de l'évolution des prix de l'énergie, la résilience de la consommation, sont autant de facteurs qui a fait dire d'ailleurs à l'INSEE fin de l'an dernier qu'une récession était vraisemblablement pas à l'agenda pour la France. Et l'autre grand pays européen locomotive de l'Europe, l'Allemagne, dont on craignait qu'elle, évidemment, serait mise à genoux par l'augmentation des prix de l'énergie, mais finalement s'en sort jusqu'ici bien, à tel point que la semaine dernière, Olaf Scholz signalait également que de son point de vue, l'Allemagne pourrait potentiellement échapper à une récession. On a tous collectivement baissé sensiblement notre consommation d'énergie, et pourtant la production industrielle a à peine baissé. Donc ce choc, cette crise énergétique à laquelle on a été confrontés, a été finalement quelque part salutaire. Elle nous a montré qu'il y avait moyen de réduire notre consommation d'énergie sans pour autant affecter la croissance économique et l'activité. Et ce de bon augure, évidemment, pour le défi des défis auxquels notre génération est confrontée, qui est le défi climatique. Donc, ce plan macroéconomique, on a finalement une année 2023 qui s'annonce moins mauvaise qu'escomptée en 2022. Bah écoutez, c'est un beau tour d'horizon plutôt optimiste, je dois le dire, et ça fait du bien aussi d'entendre des messages qui sont parfois courageusement optimistes. Avant peut-être d'aborder et de rentrer dans le vif du sujet et parler d'investissement, j'aimerais quand même découper un petit peu mes questions sur la partie macro sur 2-3 thèmes qui me semblent quand même clés. Bon, déjà l'inflation. On avait bien noté que l'inflation était de sources différentes, que ce soit en Europe et aux États-Unis l'année dernière. Aujourd'hui, quel est votre regard sur le contrôle de l'inflation? On a vu des signaux, pour le coup, relativement positifs en fin d'année dernière. Comment est-ce que vous appréhendez l'inflation au niveau global et particulièrement en Europe et aux États-Unis? Alors, il y a un an d'ici, le conflit en Ukraine n'avait pas encore commencé. Nous avions déjà un problème d'inflation qui était lié aux conséquences de la crise du Covid, aux disruptions sur les chaînes logistiques et autres. À l'époque, rappelez-vous, le débat était de savoir si on était face à une inflation transitoire ou pas. Alors évidemment, la guerre en Ukraine a pérennisé et amplifié ce problème d'inflation. Cette question transitoire, pas transitoire, est passée au second plan et on a dû faire face à une inflation à 2 chiffres en Europe, comme nous ne l'avions plus été confrontés depuis des années. Néanmoins, fin de l'an dernier, on a vu que aux États-Unis, l'inflation a commencé à baisser. Dans le sillage, en tout cas dans un début de normalisation, notamment sur le marché du travail où plus de pertes d'emplois, moins de création de jobs, on a vu les salaires progresser plus lentement. Dans le sillage également aux États-Unis de la baisse des prix pétroliers et des prix gaziers, qui a eu un impact significatif également sur la baisse de l'inflation. On a une inflation en baisse dans les pays émergents, qui avaient déjà bien anticipé ce phénomène inflationniste en remontant les taux assez forts en 2021 et début 2022. Donc là aussi, ce pic de l'inflation a été dépassé. Et puis en Europe, où la source d'inflation était peut-être était davantage liée à la situation énergétique et au fait qu'en effet, le gaz, l'électricité, les produits pétroliers avaient fortement augmenté. On a quand même vu aujourd'hui que l'inflation a commencé là aussi à baisser, en tout cas déjà depuis 2 mois. Ça commence à devenir une tendance et je pense qu'on peut escompter que
dans le sillage du ralentissement conjoncturel du fait des hausses de taux qui vont encore se poursuivre dans le courant de l'année et surtout de l'hiver clément et de nos réductions, en tout cas de consommation d'énergie, que l'inflation en zone euro devrait fortement baisser cette année. Donc l'inflation est à l'entame de 2023 probablement moins un problème qu'elle ne l'était au début de 2022. Donc ça, c'est plutôt de bon augure pour l'économie, mais pour les marchés financiers qui saluent d'ailleurs cette bonne surprise sur l'inflation depuis le début de l'année. Ok, intéressant effectivement. On voit une vraie polarisation des pays et on voit aussi cette polarisation s'opérer au niveau des mesures associées, c'est-à-dire au niveau des banques centrales. Donc on a d'un côté la banque centrale américaine qui effectivement a augmenté quand même ses taux de manière assez régulière et quand même assez soutenu l'année dernière avec des niveaux relativement élevés, et d'autres pays comme le Japon, c'est le cas le plus caricatural ou en tout cas le plus extrême à l'opposé, mais également la Nouvelle-Zélande qui adoptent des positions quand même un petit peu plus mesurées sur ces hausses de taux. Et qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? Est-ce qu'il faut regarder ça avec attention, ces différentes réponses en fait des banques centrales en face de cette inflation et de ces Oui, c'est particulièrement important, notamment pour, en tout cas certainement, au-delà de l'analyse économique, mais lorsqu'on utilise cette analyse économique pour prendre des décisions d'investissement, des orientations régionales, des paris sur des choix de devises ou des choix de classes d'actifs. Il est certain que, en tout cas, l'action des banques centrales est absolument importante à suivre. Nous étions par exemple positifs sur le dollar tout au long de 2022 avec la conviction que la Réserve fédérale américaine allait évidemment devancer la plupart des autres banques centrales dans le resserrement de sa politique monétaire, ce qui allait évidemment favoriser le dollar. On l'a vu, c'est un exemple. À l'entame de 2023, on semble que le job est déjà essentiellement fait aux États-Unis de ce point de vue-là. Par contre, la BCE doit réellement rattraper un petit peu son retard en la matière, ce qui pourrait cette fois-ci soutenir un petit peu l'euro. Donc là aussi, ça donne lieu à des arbitrages en portefeuille, moins de dollars, un peu plus d'euros en portefeuille. Et puis ça nous donne lieu aussi, dans nos perspectives d'inflation que nous évoquions à l'instant, voilà, les mouvements de devises permettent tantôt d'amplifier, voire de ralentir l'impact de l'inflation sur une économie donnée. On peut se réjouir en Europe aujourd'hui qu'on ait un euro qui se raffermisse. Donc, la politique monétaire est évidemment quelque chose de très important. J'ai envie de dire que les investisseurs regardent celle-ci avec attention. C'est même un des éléments qui va tantôt influencer les marchés à la hausse ou à la baisse. Je parle ici des marchés actions, mais également des marchés obligataires. Si quelque part les marchés actions et obligataires ont connu une année 2022 aussi difficile, c'est à cause de l'inflation, mais c'est aussi à cause des remontées de taux qui ont été très rapides aux États-Unis et qui a réellement grippé la machine économique, puisque la période d'argent abondant et gratuit, c'est vraiment achevé l'an dernier. Donc, ça donne lieu à plus de discrimination de la part des investisseurs lorsqu'ils investissent sur le marché financier. Ouais, je pense que c'est intéressant de rappeler ça, que c'était aussi vraiment la fin d'un cycle, le début d'un nouveau qu'on maîtrise pas encore, qu'on appréhende finalement. Et vous nous dites que la récession n'est pas forcément le début de ce nouveau cycle, et peut-être qu'il y aura des scénarios plus doux finalement sur les mois à venir. C'est plutôt intéressant. On va vite rentrer dans le vif du sujet et parler d'investissement. Je dirais peut-être dernier point pour conclure. Est-ce que vous en parliez déjà sur les écarts de choix entre les banques centrales? Est-ce qu'il y a des régions sur lesquelles on devrait s'attarder plus ou moins dans notre analyse cette année? C'est quoi l'analyse régionale en fait? Est-ce qu'aujourd'hui il faut faire un focus Europe, un focus US? Est-ce qu'il faut avoir toujours cette approche globale? Je dirais qu'en termes d'allocation d'actifs, il faut conserver une approche globale. Il faut réellement veiller dans son portefeuille à éviter tout biais régional. Donc ça, c'est absolument important. Regardons des indices comme le MSCI Monde, MSCI Monde tout pays. Je pense que ça doit rester à l'esprit de la plupart des investisseurs d'avoir ce point de référence, de veiller à pas être trop en décalage par rapport aux grandes pondérations de chaque région. Alors maintenant, à l'entame de 2023, il y a certaines régions qui ont a priori davantage de raisons de surperformer les autres. Ce sont des régions qui, d'un point de vue valorisation, sont restées sont en tout cas en des valorisations plus attractives. Je pense à l'Europe, je pense au marché émergent, je pense à la Chine, qui du fait que ce sont des marchés plus volatiles, affichent des valorisations qui sont aujourd'hui plus attractives. Et il y a également une réalité particulière à la Chine, c'est-à-dire que la Chine a décidé, contre toute attente, de réouvrir son économie fin décembre, que ça se passe de manière surprenante, enfin inattendue, mais beaucoup plus rapide qu'escompté. On a aujourd'hui un phénomène en Chine tel que nous l'avons vécu en Occident il y a de cela 1 an, où tout d'un coup les Chinois qui étaient finalement confinés chez eux, qui ont accumulé
pas mal d'épargne excédentaire, eh bien, sont libérés en quelque sorte et peuvent à nouveau, je dirais, voyager, profiter des services à un moment où on célèbre le Nouvel An chinois, l'année du lapin. Donc, on a évidemment tout le potentiel, pardonnez-moi pour ce jeu de mots, mais enfin, pour un rebond en Chine, c'est certainement un marché qu'il me semble devoir suivre particulièrement cette année. Et ça a déjà démarré fort, puisque je pense qu'à l'instant où on parle, on a à peu près 10% de hausse sur les indices chinois. Et on a rattrapé qu'une fraction de la baisse de ces derniers mois. Donc, après une année vraiment désastreuse. Il y a vraiment, pour moi, vraiment du potentiel. En tout cas, je l'évoquais en introduction, pour nous, il est certain que pour un groupe comme JP Morgan, il faut être en Chine. Donc, pour les investisseurs, il me semble indispensable d'être présent en Chine. C'est un marché qui, malgré le fait que sa population va commencer à décroître légèrement à partir de maintenant, on l'a vu dernièrement, mais va continuer à avoir une croissance significative de sa classe moyenne. D'ici dans la décennie à venir, on s'attend à ce que plusieurs centaines de millions de Chinois, je souligne bien centaines de millions de Chinois, rejoignent les rangs de la classe moyenne et dès lors soutiennent des secteurs aussi divers et variés que l'automobile, que les renouvelables, que le luxe en France, et j'en passe. Donc c'est une thématique à vraiment garder à l'esprit en 2023 et au-delà. Bon, bah écoutez, on va le garder en tête. Ça fait une bonne transition avec cette partie intermédiaire qu'on a baptisée sous-côté sur côté. L'idée, c'est une réponse simple, un commentaire si vous le souhaitez. La tech sous-côté sur côté. C'est peut-être le seul où je suis un peu difficile. J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Ouais. Je pense qu'il y a eu un repricing l'an passé important, peut-être salutaire à certains égards. J'ai envie de dire correctement valorisé la tech. L'immobilier français? Bon, je pense que l'immobilier, comme dans beaucoup de pays du monde, en France et ailleurs, est un petit peu survalorisé aujourd'hui. En tout cas, il est inaccessible pour le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, il y a quand même un problème de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut il faut créer plus de biens immobiliers pour qu'il y ait un meilleur accès à la propriété. Il faut des biens immobiliers de meilleure qualité énergétique. Voilà, pour tous ces éléments, je dirais que l'immobilier est pour moi un peu surcoté. On y reviendra peut-être plus en détail après. Le dernier, du coup, on en a parlé. Je crois déceler votre réponse déjà. La Chine, sous-côté, surcoté. Sans conteste, sous-côté. Oui. On passe donc à la partie qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est la partie investissement. L'idée, c'est vraiment de donner les clés. Donc moi, je me suis appuyé aussi sur vos travaux de recherche chez JP. Donc n'hésitez pas à apporter des précisions si vous le souhaitez, et qu'on balaye vraiment toutes les classes d'actifs. Donc on commence en fait avec deux questions que vous posez vous-même dans vos travaux de recherche chez JP au sens large. Je vous dis pas vous spécifiquement, donc n'hésitez pas. Mais en gros, les deux questions, et je les ai vraiment reprises à mon compte, que je trouve très pertinentes pour aborder cette année 2023, surtout dans le contexte anxiogène que je décrivais en introduction, c'est comment nous protéger dans un scénario récessif ou en tout cas de ralentissement économique. Donc, quels sont les actifs qui vont jouer ce rôle de protection, et ensuite comment investir quand on a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire qu'on a un temps d'horizon long dans ce genre de climat de marché. Est-ce qu'il faut sortir? Est-ce qu'il faut rester dans les marchés? C'est un petit peu ces deux questions, je pense, sur lesquelles on va bâtir cette partie investissement. Alors, certainement, si on a 30 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme opportunité? Enfin, tout d'abord, je dirais qu'à l'entame de 2023, il y a a priori des opportunités sur les classes d'actifs. Du cash aux actions, en passant par les alternatifs et l'obligataire, il y a vraiment, je pense que le repricing de 2022 a créé pas mal d'opportunités. Cela étant, on a toujours une inflation élevée en France comme ailleurs. Aujourd'hui, le cash a beau être revalorisé en termes de rémunération, il rapporte toujours moins que l'inflation. Donc, le cash, lorsqu'on est jeune, ça me semble être une mauvaise option, puisque le pouvoir d'achat de ce cash va diminuer dans le temps. Il se fait éroder, en tout cas, par le niveau de l'inflation. Donc, j'ai envie de dire, c'est certainement quelque chose qui, à court, moyen et long terme, est à réduire au maximum. Il faut garder le cash pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet d'avoir de la liquidité très court terme pour faire face aux urgences du quotidien, mais guère plus. Donc, voilà pour le cash. Alors, on a une année, je pense pour les investisseurs à long terme, il faut en tout cas regarder quelles sont les perspectives de rendement à long terme des classes d'actifs. On les a mises à jour chez JP Morgan Asset Management en novembre dernier. On a remonté nos perspectives de rendement pour la plupart des classes d'actifs, obligataires et actions. Enfin, les actions continuent à se distinguer pour l'investisseur à long terme. Donc, j'ai envie de dire que
garder en tout cas une part d'action plus importante que l'obligataire pour quelqu'un qui a 30 ans, ça me semble être une évidence. Il faut de l'ambition pour la gestion de son épargne. Aujourd'hui, l'allongement de l'espérance de vie fait qu'à 30 ans, on peut espérer en tout cas pouvoir atteindre 80-90. Donc voilà, être en cash ou trop en obligataire pour l'instant, ce serait en tout cas un coup d'opportunité. Maintenant, dans le cas où on regarde à plus court terme sur 2023, ou comme vous l'évoquiez, on va peut-être au-devant d'une stagnation, d'une récession. Peut-être que d'ailleurs mon estimation est trop optimiste, ma lecture est trop optimiste de l'environnement macroéconomique et peut-être qu'on aura une récession plus importante. À ce moment-là, au niveau des marchés d'actions, il faut en tout cas se protéger, soit avec moins d'actions, en étant, comme on dit en jargon, sous-pondéré en actions. Lorsqu'on est en action, on va mettre l'accent sur les actions dites plus résilientes. Qu'est-ce que c'est ? On va dire des actions défensives, c'est-à-dire qu'ils font face à une demande inélastique pour les biens et services qu'elles commercialisent. Vous voyez que si vous perdez votre job, vous allez continuer à en consommer. Typiquement, l'exemple un peu bateau, c'est les soins de santé. Vous allez continuer à vous soigner, même si vous n'avez plus d'emploi, vous n'allez peut-être plus acheter les biens de luxe. Donc voilà, en tout cas, chercher ce type d'entreprise. Un peu la logique de première nécessité dont on parlait pas mal il y a quelques temps. Donc ça reste pour moi. Et aujourd'hui, les produits de première nécessité, c'est plus uniquement les soins de santé. Ça peut être, je ne sais pas moi, votre système de operating system sur votre laptop, par exemple. Hein, donc ça, vous en aurez peut-être quand même toujours besoin. Donc mettre l'accent sur ce type d'entreprise qui, par ailleurs, historiquement, ont la capacité aussi, puisqu'elles sont résilientes, d'offrir un rendement du dividende constant. Donc ça, c'est notamment une des thématiques qu'on met en avant. Exposition action plus défensive sur ce type de secteur. Il faut se rendre compte que si on va devant une récession, c'est l'obligataire qui servira d'amortisseur. Il n'a pas servi d'amortisseur en 2022 parce que l'inflation était trop élevée, mais puisque l'inflation rebaisse cette année, on a des marchés obligataires qui doivent retrouver toute leur place en portefeuille. Ils offrent du rendement et de la diversification. Si on va devant une récession, les taux obligataires vont baisser et vous allez gagner de l'argent sur vos obligations souveraines et autres. On met l'accent aujourd'hui sur les obligations à 2 et 5 ans aux États-Unis qui rapportent au-delà de 4% et sur le crédit d'entreprise. On va y revenir tout de suite sur les obligations. Je pense que c'est très important. Mais donc déjà, première chose, on récapitule, pas forcément la même stratégie adoptée selon qu'on veuille se protéger ou qu'on veuille investir à un horizon de 10-15 ans. Déjà quand même deux stratégies qui sont potentiellement bien différentes. Tout à fait. Je pense qu'à 10-15 ans, il faut vraiment avoir le courage de prendre du risque en portefeuille. À plus court terme, je pense qu'il faut prendre une prise de risque mesurée. Ça, je pense que c'est quand même une distinction très importante. Donc le bon investissement dépend toujours de son profil finalement. Donc je pense que c'est bien de son horizon et de son horizon. Mais c'est bien de le rappeler. Maintenant, vous avez commencé à parler des obligations. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis moi-même d'une génération qui a eu peu, voire pas d'obligations dans ses portefeuilles, même si j'ai commencé à investir jeune, parce que on était tout simplement dans un environnement de taux très très bas. On a parlé où les rendements obligataires étaient quasi inexistants, en tout cas sur les obligations de qualité. Aujourd'hui, tout change. Les cartes sont un peu redistribuées, donc il n'y a plus que les actions qui distribuent potentiellement du rendement. Les obligations, elles aussi, y compris si on a un profil de risque d'ailleurs un petit peu plus important. Quel est votre regard sur cette classe d'actifs ? Et moi, je trouve ça vraiment intéressant d'insister dessus parce que elle est naturelle pour les investisseurs professionnels comme vous, pour les institutionnels, etc., puisqu'elle constitue la majorité de leurs allocations, mais elle est quasiment inexistante pour des gens comme moi ou des primo-investisseurs. Donc, je trouve ça intéressant de rappeler que c'est un produit pas si connu finalement pour une génération. Et finalement, je pense que les Français ils sont plus exposés qu'ils ne le pensent, notamment par l'intermédiaire du fonds euro, pour ne citer que lui. Mais voilà. Mais il est certain que ça fait au moins une décennie que les obligations n'ont plus. Juste sur ça, c'est très intéressant. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Mais les gens qui avaient du fonds euro l'année dernière, contrairement aux gens investis sur les marchés obligataires, ont une performance de plus de 2%, ce qui fait une distinction et une approche tout à fait très différente. Tout à fait. Mais ça fait une bonne décennie en effet que les obligations n'ont plus beaucoup d'intérêt pour les investisseurs. Pourquoi ? Parce que un titre obligataire, on appelle ça un titre à rendement fixe. Alors le rendement, il fallait le chercher. On avait évidemment la quasi-totalité du marché obligataire qui avait fait un rendement de moins d'1%, 30% de ce marché obligataire qui avait un rendement négatif.
donc plus de rendement. Et puis une obligation, ça évolue à contre-courant d'un marché d'actions. Le marché d'actions baisse et le marché obligataire monte, et inversement. Or, l'an passé, on a vu que ce n'était pas le cas. Les deux marchés ont évolué de concert. Donc, pour toutes ces raisons, les marchés obligataires n'avaient plus vraiment d'attrait aux yeux des investisseurs, mais le repricing de 2022 fait qu'on a du rendement et de la diversification à nouveau. Donc ça, évidemment, ça replace le marché obligataire au centre de l'équation, en tout cas en termes d'allocation tactique des actifs. Alors je parle ici beaucoup d'obligations souveraines, mais aujourd'hui, si on regarde sur les marchés de crédit, on voit que les écarts de taux octroyés sur la dette d'entreprise par rapport à la dette souveraine semblent quand même, dans de nombreux cas, intégrer le scénario d'un fort ralentissement conjoncturel. Et aujourd'hui, ça ne semble pas être le scénario qui devrait se produire au cours des prochains mois. Donc, il me semble que ça crée une opportunité pour les investisseurs, à minima, pour les obligations d'entreprise de meilleure qualité, qui devraient, un peu comme des actions défensives, globalement mieux s'en tirer dans le contexte macroéconomique que j'ai pu décrire précédemment. Ok. Donc, je rappelle que les obligations, c'est plutôt des contrats de créance, au contrat de prêt de son argent ou à un État. Au contraire des actions où on achète une part de l'entreprise dans laquelle on investit. Et donc ça va plutôt avoir tendance à fluctuer en fonction des taux qu'en fonction finalement des résultats de l'entreprise. Oui, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la classe d'actifs, rappelons que le prix de l'obligation évolue inversement à son rendement. C'est-à-dire que quand on dit que le taux de l'obligation augmente, ça veut dire que son prix baisse, et inversement. Donc ça, cette relation inverse est bien à garder à l'esprit. Ceux qui veulent effectivement en savoir plus sur les obligations, n'hésitez pas à regarder l'épisode précédent qui était dédié à la thématique. Est-ce que sur ces marchés obligataires, il y a également des distinctions régionales à observer? Je crois que vous m'avez parlé en off des obligations chinoises, justement. Et spécifiquement, on a parlé un petit peu de la Chine tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des coups à jouer, si je puis dire, sur des arbitrages régionaux? Oui, il me semble. Alors, sur les obligations souveraines, je pense que c'est essentiellement les États-Unis, puisque la Fed, on en a discuté, est plus avancée dans son cycle de resserrement monétaire. Les taux sont plus hauts. On a aujourd'hui plus de 4% sur du 2 et 5 ans. On n'a pas ça sur du 10 ans français, donc il y a un intérêt. Bon, maintenant, c'est en dollars, il faut le couvrir. Donc voilà, il faut tenir compte de ces coûts de couverture qui étaient élevés, qui baissent, mais enfin, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc ça, c'est dans le premier élément. La dette des pays émergents, on sait y compris la Chine, même si la Chine se distingue un petit peu là-dedans, je vais revenir dans un instant. Les pays émergents ont eu pas mal de difficultés l'an passé en raison de la force du dollar, c'est souvent quelque chose qui évidemment leur pose problème. On néanmoins, contrairement à l'Europe, pris de l'avance dans le resserrement de politique monétaire, ce qui fait qu'ils ont pu juguler l'inflation plus rapidement que chez nous. L'inflation a déjà atteint son sommet au 4e trimestre de l'an dernier. Ils sont dans une situation qui est plus favorable en 2023, des taux élevés, donc attractifs, des banques centrales qui ont fait le job et un dollar qui n'est plus un problème. Donc voilà en tout cas quelque chose que je mettrai en avant. La Chine, oui, alors par exemple un tout petit peu moins cette année que l'an passé, mais le marché est un marché obligataire encore relativement méconnu par les investisseurs en Occident. Alors c'est un marché qui semble de prix abord peu attractif, puisque le rendement des obligations souveraines chinoises est entre 2,5 et 3%. On ne peut pas dire que c'est très élevé, c'est moins que les obligations notamment américaines que j'évoquais. Le renminbi, la monnaie chinoise, a cependant fort baissé l'an dernier. Elle est vouée à se réapprécier, donc ça c'est un vecteur de performance. Et puis, puisque c'est un marché qui est encore méconnu par les investisseurs occidentaux, c'est un marché qui est par conséquent peu abordé par ceux-ci et donc décorrélé des autres marchés. Donc, il offre de la diversification, il offre certes un rendement faible, mais qui peut être complété par une appréciation de la devise. Et puis la Chine est un marché où il n'y a pas de problème d'inflation et où la Banque centrale est plutôt avec un biais à assouplir sa politique monétaire que la durcir. Donc tous ces facteurs viennent soutenir évidemment les obligations chinoises. Et puis dernière chose dont on en a parlé il y a un instant, la dette d'entreprise de qualité me semble encore être une bonne opportunité sur les marchés obligataires. Pas mal d'opportunités sur les obligations. Ça reste une classe d'actifs assez abstraite pour beaucoup de primo-investisseurs et de jeunes investisseurs. Donc effectivement, acheter une obligation US comme vous le décriviez, c'est pas si simple, en tout cas d'être porteur d'un titre. Non, et alors associé aussi que les tickets d'entrée sont souvent élevés aussi, raison pour laquelle évidemment il est plus facile pour les investisseurs particuliers de fonctionner. Je prêche pas par corporatisme ici, mais par l'intermédiaire de fonds ou d'ETF pour être exposé. Ça évite d'avoir des tickets d'entrée à 25 000 €, 50 000 € ou davantage.
Ok, exactement. C'est un bon rappel. Et nous, évidemment, on est là pour vous aiguiller vers ces fonds, si vous le souhaitez. Sur la partie action maintenant, alors là, au contraire des obligations où notre génération, on a eu peu dans le portefeuille. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis investi, je me sens porte-parole de la génération Robinhood, peut-être à tort, mais en tout cas, effectivement, il y a eu peu d'obligations dans nos portefeuilles. En revanche, beaucoup de spéculations sur des actifs qu'on pourrait qualifier de risqués. Donc il y a eu évidemment les cryptoactifs, mais ce n'est pas l'objet du jour. Mais il y a également eu des actions, notamment les actions tech, et même d'autres actions qui étaient voilà, un petit peu vraiment des actions de pure spéculation avec certains cas que vous avez certainement suivis pendant le Covid. Mais ces actions tech ont concentré une grosse partie de la performance boursière ces 3-4 dernières années. L'année dernière, on subit une vraie grosse correction. Quelle était la part de la survalorisation de ces actions? Quelle est la part aujourd'hui de la sous-valorisation éventuelle? Enfin, comment est-ce que vous appréciez tout ça? On en a parlé un peu tout à l'heure dans les sous-côté sur-côté, mais comment vous appréciez tout ça? Oui, alors, c'est toujours difficile d'aborder un secteur dans son ensemble, tant il y a des réalités différentes au niveau des entreprises, mais bon, le secteur de la tech, même après la correction de l'an passé, demeure le poids lourd au sein du S&P 500 aux États-Unis. C'est le marché où la tech pèse le plus lourd, donc ça c'est quand même important de le signaler. Je dirais qu'on n'est pas dans une situation comme celle qui prévalait au début des années 2000, où il y avait réellement une bulle dans la tech, où on avait un des ratios cours-bénéfices qui avait atteint des niveaux stratosphériques, et où d'ailleurs il y avait très peu de bénéfices. C'était en tout cas un business émergent, balbutiant. Aujourd'hui, c'est quand même une industrie qui a été installée et qui a une réelle légitimité et une raison d'exister. Donc il y avait certes un emballement des valorisations, puisque en effet toute une génération a embrassé en tout cas ces actions avec l'espoir qu'elles allaient évidemment afficher des niveaux de croissance bénéficiaire un petit peu irréalistes après coup. Ça a été d'autant plus irréaliste que, je dirais, dans le sillage de la remontée des taux d'intérêt, en vertu du principe qu'on valorise une action aujourd'hui sur base de l'actualisation de ses bénéfices futurs au taux d'intérêt actuel, plus les taux ont monté, plus ces espérances de gains potentiels élevés dans les prochaines années valaient moins aujourd'hui, puisqu'il fallait les actualiser avec un taux plus élevé. Donc ça a ramené un petit peu davantage de mesures dans ce secteur. Maintenant, la chute de 2022 ne doit pas jeter l'opprobre sur le secteur dans son ensemble. On a un peu cette expression de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Beaucoup de ces entreprises tech qui ont été massacrées l'an passé ont néanmoins des business models qui sont solides, et sur les entreprises qui vont continuer à faire de très très bons résultats. On est revenu simplement à davantage de mesures dans les attentes de celle-ci, mais je pense qu'il faut continuer à avoir de la tech en portefeuille. Il y a des valeurs qui sont incontournables, il y a des valeurs qui sont aujourd'hui même plus cycliques. Alors, je ne suis pas habilité à vous donner des noms, mais le fabricant de systèmes d'exploitation bien connu au niveau mondial renouvelle ses licences tous les ans, ce qui fait que l'économie aille bien ou mal, on va la renouveler de toute façon, la licence. Donc, c'est devenu non cyclique. Donc, il y a vraiment ces entreprises en général assises sur des matelas de cash gigantesques qui leur permettent également de pouvoir voir venir. Donc, la tech a toujours une place en portefeuille. Je trouve qu'elle a retrouvé sa juste place après 2022. Les valorisations sont revenues en ligne avec les moyennes historiques. Voilà. Pour ceux qui en ont trop peu, c'est le moment d'en rajouter. Pour ceux qui en avaient trop, maintenant, c'est revenu à son juste niveau. Parfait. Et justement, vous avez parlé des valeurs cycliques à travers cette explication. Les valeurs vraiment cycliques, c'est-à-dire très liées au taux notamment, comme l'immobilier par exemple, qui ont été extrêmement sanctionnés en bourse. Donc je rappelle, il y a des sociétés immobilières, c'est-à-dire des fonds d'investissement cotés en bourse dont l'objet est d'investir dans l'immobilier, connu des vraies déroutes depuis le Covid, puisqu'elles sont beaucoup investies en immobilier commercial, qui s'est poursuivi avec les hausses de taux l'année dernière. Quel est votre regard sur ces sociétés et sur ces valeurs cycliques dans leur ensemble? Je parle de l'immobilier parce que c'est un secteur connu, mais l'immobilier est évidemment traditionnellement tributaire de l'évolution des taux d'intérêt. Pour le financer, c'est une industrie qui utilise l'effet de levier de toute manière. Donc, il est certain que la hausse des taux d'intérêt était plutôt malvenue pour l'immobilier. Je pense qu'il y a différents chocs qui sont à la fois des menaces et des opportunités pour ce secteur. Je pense en tout cas à une mondialisation moins globalisée, plus multipolaire, qui oblige pas mal d'entreprises à rapatrier tout ou partie de leur chaîne de production, ce qui fait qu'on voit beaucoup d'activités, notamment
au sein de l'immobilier sur la logistique et autres, qui sont des éléments qui prennent de l'ampleur. On voit que tout ce qui touche au data center est également aussi un pan de l'immobilier qui fonctionne très bien. A contrario, on voit que sur des shopping centers, sur du bureau, le Covid a évidemment parfois changé nos habitudes de vie, plus de télétravail, donc moins de bureaux, plus de commerce en ligne, donc moins d'achats dans des shopping malls peut-être. Et puis, n'oublions pas que de manière transversale, il y a l'impact du changement climatique et de la nécessaire réponse qu'il faut apporter, puisque nos bâtiments, nos maisons font partie, en tout cas, des principales sources d'émissions de CO2. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, peut y avoir un impact significatif sur le prix si les biens sont pas à la page sur le plan d'un point de vue environnemental. Donc, je me permets juste, ici, j'insistais vraiment sur l'immobilier coté en bourse qui a été vraiment dégradé. Je pense que c'est essentiellement de l'immobilier commercial au sens anglo-saxon, c'est-à-dire bureau, commerce, logistique. Il y a évidemment le résidentiel allemand aussi pour nous autres Européens. Mais globalement, c'est cet immobilier-là qui m'intéresse et c'est plutôt les meilleurs acteurs sur les questions de changement climatique puisqu'ils sont observés par les marchés et évalués là-dessus. On voit un vrai écart en fait. Pour nous Français, c'est vraiment important, je pense, de prendre une minute là-dessus parce qu'on a beaucoup d'immobilier non cotés également ouverts à l'épargne. Il y a sur ces véhicules immobiliers non cotés qu'on appelle SCPI ou PCI, il y a eu très très peu de corrections, si ce n'est pas du tout. On a même eu une année record en 2022 de collecte sur ces véhicules-là. Et dans le même temps, on a moins 30, moins 40, moins 50% en bourse sur des sociétés qui font le même travail. Donc on a pour nous une énorme dichotomie de valorisation. Est-ce que pour vous, c'est pas les mêmes produits? Comment est-ce que vous observez ça? C'est pas le même mode de valorisation, ça c'est un premier élément, mais enfin en tout cas ça reste coté ou non coté un secteur qui est tributaire de l'évolution des taux d'intérêt. Ça me semble une évidence, et que évidemment dans un contexte aussi où les taux d'intérêt devraient rester durablement élevés. Donc la fin de l'argent facile et de l'argent abondant est quelque chose qui vient évidemment impacter le marché immobilier, à mon sens. Puis je pense on a peut-être eu ces dernières années aussi l'idée que l'immobilier c'était de facto un actif sans risque. Et ça, je pense qu'il faut battre cette idée-là en brèche. Il y a à la fois, je n'aurais pas de raison de jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Je pense que l'immobilier a sa place en portefeuille. Il faut lui redonner sa juste place. J'ai peut-être l'impression que ces dernières années, par manque d'imagination ou d'opportunité, il avait peut-être pris une place trop importante par rapport à d'autres classes d'actifs. Je pense qu'il est sain de voir à l'entame de 2023 que l'immobilier est concurrencé par d'autres classes d'actifs en termes de potentiel de rendement. Et je pense que voilà aussi l'arbitrage que font beaucoup d'investisseurs. Par exemple, aujourd'hui, l'obligataire concurrence plus aisément l'immobilier. On a à nouveau du rendement et l'immobilier est souvent aussi abordé par les investisseurs dans cette capacité de générer du revenu récurrent pour compléter une retraite, compléter un revenu. Et c'est, voilà, ce double choc, à la fois des coûts de financement qui augmentent et du fait que l'immobilier est challengé aujourd'hui par d'autres classes d'actifs, fait qu'il a aujourd'hui été quand même un petit peu chahuté l'an passé. Donc, je pense qu'il est important pour chaque investisseur de pas se laisser aller aux effets de mode, de se rendre compte aussi que l'immobilier, comme d'autres classes d'actifs, est risqué et de veiller à la juste allocation stratégique de son patrimoine sans, je dirais, être trop exposé à des thématiques que ce soit la tech ou l'immobilier. Parfait. Dernière petite chose sur les actions. Et là, je vous avoue que je me suis inspiré du travail de recherche de JP Morgan et j'ai trouvé ça très intéressant, de la banque privée pour être spécifique, sur les small caps. Et j'ai trouvé notamment des chiffres que je connaissais pas et que j'ai trouvé très intéressants. En cas de retournement de marché, les small caps ont tendance à faire une sous-perf de 5% par rapport aux large caps, donc aux plus grosses entreprises. En revanche, en cas de rebond, elles ont tendance à faire une surperf de 30%. Donc en fait, on a une classe d'actifs avec un profil de risque pas si important par rapport aux actions, j'ai envie de dire, traditionnelles ou les plus plébiscitées, et surtout une prime de surperformance très importante. C'est aussi la classe d'actifs sur laquelle il y a le plus d'alpha, c'est-à-dire le plus de surperformance potentiellement générée. C'est pas pour vous que je fais l'explication, bien entendu, mais par rapport au marché. Donc nous, là, je me replace dans la peau de l'investisseur qui a un temps long devant lui, un profil de risque élevé. Je trouvais ça très intéressant que vous parliez de ça, surtout dans cette conjoncture difficile qui est pas forcément le pari le plus intuitif.
Non, je pense que vous avez mentionné la capacité de génération d'alpha. Évidemment, un gestionnaire d'actifs peut plus facilement s'exprimer sur des small caps, puisqu'évidemment, il y a moins d'analystes qui vont couvrir des small caps, et donc on va pouvoir justement faire la différence. Notre capacité d'analyse va faire la différence pour faire la part des choses entre différentes small caps. Donc, la capacité de création de valeur est plus importante. Donc, l'alpha potentiellement généré sera supérieur. Par ailleurs, vous avez évoqué l'évolution des small caps par rapport aux autres indices. On va parler de bêta de marché, dans quelle mesure est-ce qu'elles vont amplifier les mouvements de marché. Les small caps amplifient ce mouvement de marché à la hausse comme à la baisse. Peut-être davantage, en effet, à la hausse, comme vous le soulignez. C'est une certitude. C'est néanmoins une classe d'actifs qui a une plus grande volatilité que les large caps. Donc ça, je pense qu'il faut absolument en être conscient. La volatilité embarquée est potentiellement plus élevée. Maintenant, en effet, comme dans toute chose sur les marchés financiers, plus de risques, plus d'opportunités et certainement les small caps. Maintenant, attention, on est peut-être dans une configuration où les small caps vont quand même potentiellement éprouver quelques difficultés. Je pense en Europe, lorsqu'on voit les entreprises qui ont aujourd'hui des difficultés face à l'augmentation des prix de l'énergie, face à l'augmentation des prix des matières premières, à trouver des membres du personnel, c'est les small caps qui sont évidemment les plus à risque dans ce contexte-là. Donc, attention, il faut en tout cas, lorsqu'on investit dans les small caps, veiller à bien choisir son gérant qui puisse en effet bien faire la part des choses entre les différentes entreprises. Aux États-Unis, par exemple, au sein des small caps, faut le savoir aussi, beaucoup de petites banques régionales font partie des indices small cap. Et donc, par exemple, l'indice small cap aux États-Unis nous donne accès à beaucoup de petites banques, ce qui a des aspects positifs ou négatifs selon le contexte de marché. Mais enfin, c'est important de le savoir. Dans le contexte de hausse des taux d'intérêt, par exemple, auquel on est confronté aujourd'hui, c'est quelque chose qui booste plutôt la rentabilité des small caps. D'ailleurs, depuis le début de l'année, les small caps sont tirés mieux que le S&P 500 aux États-Unis. Ouais, c'est une anecdote que je ne connaissais pas. Effectivement, c'est intéressant. Bon, les small caps, on pourrait y revenir si vous le souhaitez plus en détail, mais globalement, c'est petite capitalisation. Vous définiriez small cap de combien à combien à peu près? Oh, j'ai plus une fourchette. Okay. Bon, c'est pas la fourchette je pense entre à partir de 50 millions, peut-être, je sais pas, le chiffre d'affaires. On passe tout de suite aux investissements alternatifs. Donc, on sort des marchés financiers. C'était déjà un sacré programme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre de ne pas parler des investissements dits alternatifs. On a parlé du cycle passé. C'était vraiment la classe d'actifs du cycle passé. Je pense notamment au bien connu private equity dorénavant, c'est-à-dire l'investissement dans les sociétés non cotées tout simplement, et plus spécifiquement évidemment les fonds structurés pour le faire. Quel est votre regard sur les investissements alternatifs et peut-être pour démarrer plus spécifiquement sur le private equity, est-ce qu'on doit s'attendre à une correction, à un retardement sur ce qui s'est passé l'année dernière sur les marchés financiers, ou est-ce que au contraire c'est toujours la classe d'actifs en vogue? Non, je dirais que par la force des choses, puisque les actifs, je dirais, cotés sont cette année plus attractifs, en relatif, les actifs non cotés ou alternatifs le sont devenus relativement moins. Aujourd'hui, c'est vrai que les investisseurs, finalement, peuvent se satisfaire des opportunités sur les marchés d'actions, marchés obligataires, qui sont, pour une fois en tout cas, au rendez-vous. Il faut faire moins de travail pour aller les chercher sur les marchés privés. Néanmoins, la configuration, les performances de marché en 2022 qui ont montré que tant obligations qu'actions ont baissé de concert, illustrent qu'il est absolument nécessaire de continuer à diversifier son portefeuille au-delà des classes d'actifs liquides, publics sur les marchés privés. Alors, il faut savoir évidemment choisir ces classes d'actifs alternatives en fonction des objectifs, pour lesquels elles ont, de leurs caractéristiques. Le private equity a généralement vocation, en tout cas, à doper le rendement de son portefeuille, à avoir plus d'alpha, puisque les gestionnaires vont pouvoir aller dénicher en effet des entreprises sur les marchés privés qui ne sont pas accessibles sur les marchés publics. Donc cette capacité de générer un surcroît de rendement par rapport au marché boursier, c'est vraiment une des finalités premières lorsqu'on choisit un groupe de private equity. J'ai envie de dire que ça va être une année de test pour les groupes de private equity. Ça fait des années qu'ils accumulent pas mal de capitaux à investir, ce qu'on appelle en jargon la dry powder. Aujourd'hui, à la faveur de la baisse des valorisations sur les marchés publics comme privés, c'est a priori le moment où ce capital doit être mis en jeu pour finalement assurer la performance future de ces groupes. Donc à suivre en tout cas, mais je m'attends à une année où on va avoir des groupes de private equity qui seront plutôt à l'achat.
d'autres classes d'actifs alternatives, je pense aux hedge funds, qui eux ont globalement bien répondu aux attentes, en tout cas, enfin pour certains, en 2022, qui apportent de la décorrélation. Je pense que pour nous, c'est important dans toutes nos stratégies diversifiées, on intègre en tout cas une partie de fonds qu'on va appeler non directionnels, qui sont inspirés en tout cas des stratégies hedge fund, qui nous permettent de complémenter nos portefeuilles, d'apporter davantage de diversification et de décorrélation. Ça, je pense, ça reste présent, notamment sur des thématiques comme long short ou global macro, c'est particulièrement important. Et puis, il y a les actifs réels. Alors, on a parlé d'immobilier il y a un instant, mais il ne faudrait pas résumer les actifs réels à l'immobilier. Il y a notamment tout ce qui touche aux thématiques d'infrastructure. Aujourd'hui, à la fois pour le private equity, en tout cas dans une dimension infrastructure pure, il y a pas mal d'opportunités. La transition énergétique, la réorientation des chaînes logistiques sont autant de potentiel ici dans les infrastructures où on a des partenariats publics-privés qui permettent réellement de donner beaucoup de visibilité sur ces projets. Donc ça, c'est également pour moi un aspect qui me semble particulièrement important. Et puis, il y a notamment pour beaucoup d'investisseurs des soucis de vouloir décarboner des portefeuilles et autres. Nous, auprès de notre clientèle institutionnelle, on met de plus en plus en avant des produits comme de la gestion forestière qui permettent également d'avoir un autre type d'exposition au marché ou à des classes d'actifs un petit peu plus nouvelles, qui nous permettent également de bénéficier d'émissions de droits d'émission carbone, par exemple, qui permettent également de doper le rendement, en tout cas, de ces stratégies. On comprend, c'est extrêmement vaste, ces investissements alternatifs. C'est intéressant sur les hedge funds. Je pense que je vous demanderai de le redéfinir un peu plus spécifiquement si vous le voulez bien. Mais juste avant, sur le private equity, pareil, en retravaillant un petit peu vos différents éléments de recherche, j'ai vu que vous aviez une conviction notamment sur le secondaire. Et vous parliez justement et moi, ça m'a plutôt interpellé parce que le secondaire, c'est quoi? C'est racheter des participations de private equity qui sont déjà dans des fonds et qui sont parfois contraints de les vendre. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des investisseurs institutionnels et d'autres grands investisseurs qui ont connu des chocs sur leur portefeuille l'année dernière et qui se retrouvent dans des situations où ils doivent se réallouer. Et donc, je trouve moi, ça m'a plutôt convaincu. Je vous avoue que nous aussi, on a cette conviction, donc je me permets de la réinsister. Mais je pense qu'il y a effectivement des stratégies dans le private equity qui sont bien positionnés dans le cycle. Quel est votre regard sur le secondaire? Oui, je le pense. Encore une fois, je pense que le private equity fait face à un certain nombre de défis, mais également d'opportunités, comme vous les signalez. C'est certainement une classe d'actifs qui, pour nous, doit se trouver stratégiquement dans un portefeuille. Je dirais que son utilité relative à court terme a peut-être légèrement diminué dans la mesure où les marchés publics offrent aujourd'hui davantage de potentiel de rendement. Mais je dirais, en termes de diversification de potentiel de réaliser de l'alpha dans le futur, le private equity a toujours toute sa place en portefeuille de notre point de vue. Ça reste, je dirais, au niveau de notre portefeuille, vraiment une pondération, en tout cas stratégique au sein de la plupart des portefeuilles qui permettent l'exposition à ces classes d'actifs. Parfait. C'est très clair et donc on réaffirme ici notre conviction par la même occasion. Sur les hedge funds, vous en avez dit quelques mots. Juste, est-ce que vous pouvez réexpliquer brièvement comment ça fonctionne, un hedge fund? Oui, je dis pas. On s'affranchit d'un certain nombre de règles, évidemment. Je dirais qu'il y a différentes stratégies hedge funds qui sont bien établies. Je vais pas les commenter toutes, mais c'est globalement d'avoir plus de liberté dans la réalisation d'une stratégie d'investissement. Moi, je mettrais en exergue les deux stratégies qui me semblent actuellement bien fonctionner, qui ont bien fonctionné durant les phases de baisse de marché ces quelques dernières années et que nous, on intègre quand même assez bien dans le portefeuille. C'est une fonction des hedge funds dit global macro, réellement plus drivé par une stratégie sur les grandes tendances macroéconomiques. Ça existe d'ailleurs en format SICAV, enfin voilà, sans faire de publicité pour nos fonds maison, mais enfin, je pense que les nôtres sont assez bien connus, ce qui permet évidemment d'être beaucoup plus flexible en termes de stratégie d'investissement, beaucoup plus rapide également dans le déploiement des calls, utilisant finalement pas mal de produits dérivés pour réaliser sa stratégie. Voilà quelque chose qui permet en tout cas d'avoir une performance relativement décorrélée des marchés. Et puis, il y a aujourd'hui seulement des phases de marché où on a discuté d'allocations sectorielles, régionales et autres. On a parfois dans les marchés actions envie d'être long une partie du marché et court une autre partie du marché. Et aujourd'hui, les fonds long-short nous permettent finalement de gagner potentiellement sur les deux tableaux, à la fois d'avoir plus de ce qui marche bien et moins de ce qui marche pas.
ce qui permet réellement de doper le rendement. Or, je pense que c'est une évidence. Aujourd'hui, comme souvent, il y a des choses dont on sait qu'elles vont être challengées et il y a en tout cas des pans de marché dont on sait qu'ils vont bien fonctionner au cours des mois à venir. Donc, avoir cette capacité d'intégrer les deux stratégies en une est plutôt pertinente. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel on croit, en tout cas, chez JP Morgan Asset Management. Merci pour ces précisions. Je pense que c'est effectivement clé de le comprendre. Nous, on en a intégré dans nos portefeuilles dès 2022 et on continuera d'en intégrer en 2023. Donc, si vous voulez des explications en détail sur les fonds qu'on a sélectionnés et sur le fonctionnement de ces hedge funds ou ces stratégies hedge funds plutôt, on serait ravis de vous l'expliquer par ailleurs. Sur la partie private equity, je reviens sur ce que vous disiez juste sur la partie transition énergétique, parce que je pense que au-delà de l'investissement et de la rentabilité de l'investissement, on se rend compte que le private equity joue un rôle critique sur cette transformation énergétique. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les enjeux qu'on s'est fixés collectivement avec les accords de Paris sont surtout des enjeux de rénovation de nos infrastructures, de notre immobilier, etc. Et donc, il y a un besoin, en fait, critique même d'investissement. Donc, je prends des choses assez simples que j'ai retrouvées aussi dans mon travail. Déficit de logement aux US, 1,5 million. 11 chantiers navals en cours versus 320 en 2008. Baisse de 60% des dépenses des grands énergéticiens depuis 2015. Donc, on voit que le système classique, entre guillemets, aujourd'hui, arrive pas forcément à refinancer ces différents chantiers qui sont des chantiers classiques. Comment est-ce que cette nécessité du private equity dans ces rôles-là trouve une raison économique? C'est-à-dire, comment est-ce que... Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je trouve qu'on distingue trop les deux et j'ai du mal à réconcilier l'ensemble. Non. Donc, il y a finalement diverses estimations, mais on peut estimer que les besoins liés à la transition énergétique et autres se chiffrent en trilliards de dollars. On va citer les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie qui estime que pour atteindre nos objectifs climatiques de net zéro à 2050, il faudra à partir de 2030 en moyenne dépenser 4 trilliards de dollars. Donc ce sont des montants tout à fait faramineux. On sent évidemment que les finances publiques exsangues ne seront pas capables de déployer tous les capitaux nécessaires pour ce faire et que dès lors on évoluera sans doute avec des espèces de partenariats publics-privés ou en tout cas où le public donnera l'impulsion et attirera des capitaux privés dans leur sillage. Alors, le private equity est l'une des solutions qui permet de financer cette transition énergétique, mobiliser les capitaux privés justement pour les apporter dans ces thématiques. Mais je ne résumerai pas, en tout cas, cette thématique ou la capacité de l'aborder uniquement au fonds de private equity. C'est chez nous, en tout cas sur notre plateforme d'investissement, quelque chose qui a un impact transversal, notamment dans les fonds ouverts, les SICAV. Vous retrouvez des SICAV notamment à vocation climate change, que ce soit en termes de décarbonation, que ce soit en termes d'investissement dans les solutions climatiques. Donc, voilà également une manière de l'aborder. Le financement, en tout cas, de la transition énergétique aura aussi beaucoup lieu sur les marchés obligataires, où ça fait déjà plusieurs années qu'on voit se développer le marché des obligations vertes. L'an passé, c'était plus de 500 milliards d'euros d'émissions. L'an d'année avant, c'était également. C'est un marché qui est vraiment en pleine explosion pour l'instant, dans le bon sens du terme. Et on peut estimer que les émetteurs continueront à privilégier ce marché pour se financer, parce que ça leur offre des coûts de financement plus faibles que s'ils émettaient des obligations classiques. On parle de cette fameuse greenium, qui est l'avantage, le yield plus faible qu'ils peuvent payer sur ces obligations, en vertu du fait qu'ils investissent dans des actifs de meilleure qualité, avec une meilleure transparence, meilleure lisibilité, notamment sur la transition énergétique. Donc le private equity est l'une des manières d'aborder cette thématique de transition énergétique. Elle s'aborde via des fonds classiques également, via des fonds obligataires, qui permettent de s'exposer à ça. Ok, merci. Nous, on essaie effectivement aussi de toujours intégrer cette dimension qui devient une obligation réglementaire, d'ailleurs, cette année en France. Donc, on est obligé d'intégrer cette dimension, en tout cas de vous questionner à vous, investisseurs, si vous souhaitez l'intégrer. Donc, c'est quand même un vrai changement. Et on voit que les investisseurs, dans leur grande majorité, veulent le faire. Lorsque je regarde les flux dans l'industrie des fonds en Europe, l'an passé, c'était des flux sortants sur à peu près toutes les catégories d'investissement. Il y a une catégorie qui s'en est bien sortie l'an passé, c'est la catégorie SFDR article 9 en Europe, donc la plus vertueuse sur le plan ESG, qui est la seule catégorie qui a connu des flux positifs l'an passé. Donc ça montre l'appétence des investisseurs pour cette thématique et donc la nécessité d'y être évidemment pour les autres. Je pense pour conclure, la classe d'actifs préférée des Français, on en a parlé un petit peu sur le volet côté, l'immobilier.
Bon, on a toujours un côté un petit peu plus local quand on parle d'immobilier parce qu'on se sent très vite concerné, c'est tout de suite proche de soi. C'est quoi votre regard sur les marchés immobiliers résidentiels et en particulier le marché français? Alors, je suis pas inquiet par rapport au marché résidentiel en Europe ni aux États-Unis. Il y a un marché qui, pour l'instant, est inquiétant, celui du Royaume-Uni. Mais le problème, c'est qu'on a une augmentation des taux d'intérêt qui vient évidemment renchérir l'achat immobilier. Donc, on avait déjà des prix élevés et maintenant on a des coûts de financement élevés. Donc, ça rend évidemment l'accès au marché immobilier plus difficile. Donc, on voit l'activité dans le secteur immobilier fortement baisser. On le voit aux États-Unis. C'est quelque chose qui pourrait arriver en Europe aussi. Cela étant, on construit peut-être moins de logements, on en achète peut-être moins, mais il y a un basculement en tout cas des opérateurs du marché immobilier, de la construction vers la rénovation. Tout ce qui est thématique de rénovation est absolument à le vent en poupe pour l'instant. Donc en termes d'activité sur le plan économique, je dirais qu'on voit ce basculement s'opérer. Les prix, paradoxalement, baissent encore peu. On aurait pu le souhaiter quelque part, puisque l'immobilier reste évidemment très difficilement accessible par les primo-accédants, et l'une des volontés des banques centrales en resserrant leur politique monétaire était de baisser l'activité, mais baisser les prix potentiellement. Et ça, on l'a encore peu vu. C'est pour ça que souvent les politiques s'embarrent du problème avec des encadrements loyers, des choses comme ça, avec une fiscalité plus dure pour les multiples propriétaires, et j'en passe, et j'en passe. Mais tout ça pour dire que le marché, en tout cas, de immobilier résidentiel ne me semble pas inquiétant en France. Les prix sont élevés, oui. Je pense qu'il faut se rendre compte que c'est pas une classe d'actifs sans risque. Et qu'un des risques qui, pour moi, est le plus important, vous savez, dans l'immobilier, on disait c'est la localisation, la localisation, la localisation. Ça reste, ça demeure vrai. Mais j'ai envie de dire, de plus en plus, le score énergétique est vrai aussi dans la valorisation. Aujourd'hui, on commence, et la législation accompagne d'ailleurs ce mouvement, voir qu'un bien avec un faible score énergétique voit sa valeur amputée significativement. Donc, en plus de la localisation, on a aujourd'hui cette composante énergétique, donc qui est à la fois une opportunité et une menace, mais je pense qu'il faut aujourd'hui le prendre de plus en plus en compte dans ses choix d'investissement, que ce soit à titre privé ou à titre de gestion de patrimoine. Très, très clair. C'est quand même un vrai enjeu pour nous autres Français. On voit quand même les prix reculer pour la première fois depuis 10 ans dans les grandes métropoles. Et c'est vrai qu'il y a ce triptyque quand même, rénovation énergétique, hausse des taux d'intérêt et stress économique. Le marché fait incontestablement face à un choc, voilà, mais je pense que l'impact prix sera quand même in fine relativement limité, dans le sens où il y a quand même pas assez de biens immobiliers sur le marché. En tout cas, il y a une inéquation entre l'offre et la demande dans certains ports de marché et dans les grandes métropoles. Voilà. Fonctionne. Ok, bah écoutez, on a fait un joli tour d'horizon. Je pense que pour conclure, on peut se faire un petit 3-2-1, des choses qui pourraient intéresser nos auditeurs. Première question, un conseil pour rentrer chez JP Morgan. Déjà postuler, consulter notre site ressources humaines. Si c'est le seul conseil. si vous ne tentez pas, en tout cas, chaque postulant a une chance, ça c'est une certitude, et y croire. Je pense que notre entité ici à Paris a fortement, en tout cas, augmenté en termes de nombre d'employés. Le Brexit a fait que Paris a été retenu par la banque comme un des hubs européens. Je pense qu'en France, en plus, JP Morgan reconnaît que, en tout cas, si on se développe ici, c'est que c'est un marché dans lequel on a accès à des ressources humaines de qualité. Donc, je pense que, voilà, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, le JP Morgan a clairement fait le choix de la France, notamment pour redéployer une partie de ses activités, conscient qu'il y a plusieurs grandes écoles ici, qu'il y a des filières d'ingénieurs, des filières de spécialisation financière qui font qu'on va trouver ici les employés dont on a besoin pour notre développement. Donc, ne surtout pas hésiter à postuler, croire en ses chances, sachant qu'il n'y a pas de moule pour entrer chez JP Morgan. Encore une fois, nos politiques de diversité et d'inclusion font que on veut absolument pouvoir avoir ce lien organique avec la société et faire que nos membres du personnel représentent cette société dans toute sa diversité. Donc, je pense que j'en suis le bon exemple. Me voilà économiste officiant à Paris et pourtant j'habite à Bruxelles, je suis belge, donc voilà, je suis également modestement un produit de cette diversité. Alors postulez, c'est le conseil de Vincent. Je vous demanderai pas un conseil pour entrer dans la banque privée, ce serait trop provoquant. Mais en tout cas, peut-être deux investissements qu'on devrait retenir pour 2023.
Oui, je pense que la Chine, ça me semble être la thématique porteuse pour 2023. Il y a réellement un re-rating qui doit s'opérer. Il y a une volonté des autorités de réouvrir rapidement l'économie, de la remettre à un rythme de croisière, de s'assurer que la population est à nouveau épanouie. Il y a quand même eu des troubles sociaux quand même importants au mois de décembre. Donc, je pense que la Chine est certainement une thématique pour moi porteuse. Alors, j'ai un souci personnel particulier ou une attention particulière pour tout ce qui touche au climat. Je pense que c'est à la fois la menace principale à laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui, mais c'est également une opportunité d'investissement. Je pense qu'en tant qu'investisseur, on peut participer modestement au financement des solutions à notre problème climatique. Et il y a moyen de faire du bien au climat tout en se faisant du bien à soi-même. Enfin, on peut concilier objectifs financiers et objectifs climatiques. J'ai envie de dire que ça, c'est également une thématique que je mettrai en avant. Et puis, par quel biais? Par des fonds thématiques en bourse? Je pense à des fonds thématiques. Je pense, ça nous ramène d'ailleurs potentiellement partiellement à la Chine aussi, qui est quand même le leader mondial en termes d'énergie renouvelable, panneaux solaires, éoliennes, batteries, véhicules électriques et autres. Mais voilà, mais également par le biais des marchés obligataires, les fonds obligations vertes et autres sont également des solutions notamment qu'on pourrait mentionner dans ce contexte-là. Parfait. Et pour conclure, on aime bien poser cette question. Ça nous intéresse, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez un conseil de lecture à nous donner? Moi, je lis assidûment The Economist. Moi, je vous invite à vous y abonner. J'ai pas d'action chez The Economist, mais ça reste en tout cas moi en termes de lecture financière et économique certainement une mine d'or en termes d'information. Je trouve que c'est du bon journalisme, c'est du journalisme qui est vraiment fouillé, qui a une lecture des événements relativement originale, qui souvent finalement essaie d'avoir aussi des très bons graphiques, ce qui pour moi en tant qu'économiste est évidemment toujours très très parlant. Et je dois dire que historiquement, j'ai souvent trouvé des graphiques que j'ai souvent voulu copier dans The Economist et que j'ai copié d'ailleurs en les citant. Mais voilà, pour ne retenir qu'un média parmi d'autres, mais je trouve que The Economist c'est particulièrement bien. Pour ceux qui nous écoutent, je voudrais quand même mettre en exergue un certain nombre de publications JP Morgan. Il y a un document auquel je contribue chaque trimestre qui est le guide des marchés, qui est un document qui est disponible sur notre site internet, tout à fait libre d'accès et gratuit, que vous retrouvez également sur app iPhone, Android, qui vous donne accès finalement à un recueil d'à peu près 90 à 100 slides sur l'économie, sur les marchés financiers, actions, obligations, alternatives et également sur tout ce qui touche à l'ESG. Donc voilà, en tout cas, j'aurais peut-être dû le mettre en première place, mais The Economist, en tout cas, plus généraliste, pour votre neutralité. Et Guide to the Market, guide des marchés pour JP Morgan. Ça nous fait un beau programme. Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On a beaucoup à faire sur cette année 2023. À très bientôt. Merci.